Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vos finances vont très bien. On se retrouve pour de nouvelles vidéos. Encore merci à ceux qui s'abonnent et qui utilisent le lien de parrainage. Je vois qu'il y en a certains qui ont commencé à investir, donc ça me fait plaisir de voir que certains prennent leurs finances en main. Là, moi, je suis sur cette chaîne transparent avec vous pour vous partager toute mon aventure, tout ce qui évolue, bien sûr, parce que quand on commence à investir, on a certaines idées en tête, puis on se rend compte qu'il faut évoluer pour s'adapter à notre mentalité, à nos objectifs, etc. Donc, c'est ce que je voudrais rappeler dans cette vidéo. On va refaire un petit passage sur toute mon évolution du parcours d'investisseur. Là, vous voyez derrière moi l'évolution des dividendes que j'ai commencé à percevoir. Et on voit qu'à la fin, il y a eu des évolutions. Donc, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Tout d'abord, je le rappelle, donc j'ai commencé à investir environ en octobre 2023. Et ça a vraiment été le début d'une nouvelle manière de penser, de réfléchir, une nouvelle vision du monde. Et pourquoi? Parce que tout simplement, pour la première fois de ma vie, je touchais quelque chose qui n'était pas lié à mon travail principal. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui vous donne un déclic. Vous commencez à réfléchir que c'est possible de vivre, en tout cas, ou d'avoir des revenus euh, en dehors ou à côté, en tout cas, de son travail principal. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui vous fait changer complètement de manière de penser. Et c'est ce qui m'a amené jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, à vouloir comme ça préparer, en tout cas, mon futur. Et donc, c'est pour ça que je vous le recommande et que je vous invite à commencer à investir. Alors, bien sûr, il y a plein de manières de le faire, mais le plus important, c'est d'y aller progressivement, de petit à petit connaître son appétence au risque, de connaître vos objectifs. Typiquement, moi, à l'époque où j'ai commencé à investir, j'avais une grosse influence avec des investisseurs long terme dividendes, accès dividendes. Et donc, en fonction de votre profil, ça ne va pas du tout correspondre. Et donc, pour moi, j'ai commencé comme ça. J'ai choisi des entreprises qui versent des dividendes, pas forcément très hauts, mais en tout cas qui sont stables et qui versent des beaux dividendes. Et là, ça se remarque d'ailleurs dans mes premiers investissements, les dividendes que j'ai reçus. On voit que j'avais Oracle, BlackRock, iShares, donc le S&P 500, mais distribuant, qui distribue les dividendes des entreprises qui le composent, ST Microelectronics, un autre ETF que j'ai pris exprès pour les dividendes aussi, avec tous les plus grandes entreprises qui versent des dividendes depuis plus de 50 ans, etc., etc. Et donc on voit que ça a eu un grand impact sur moi. On voit Michelin aussi ici. Voilà, ça a eu un grand impact sur mon début de parcours d'investisseur. Et petit à petit, je me suis rendu compte que ça ne correspondait pas à mon horizon d'investissement, à mes objectifs, puisque les personnes que je suivais avaient déjà cette vision de revenus supplémentaires, de revenus complémentaires. Et donc, moi, je n'étais pas encore à ce stade-là. Pour moi, je voulais juste faire travailler mon argent, battre l'inflation, qui est environ 2%, qui était même à monter jusqu'à 4, 5, 6% pendant le Covid. Donc voilà, mon objectif, c'était d'avoir mon argent qui travaille et qui fait au moins mieux que la hausse des prix annuelle que tout le monde connaît et qu'on fait face. Pour ceux qui n'ont pas une notion claire de l'inflation, globalement, il y a 10 ans, votre baguette coûtait beaucoup moins cher que la baguette que vous payez aujourd'hui. C'est la hausse graduelle des prix année après année. Et ça, ça fait que 1000 euros que vous aviez il y a 5 ans ne vous permettent pas d'acheter autant de choses que vous pouvez faire aujourd'hui avec 1000 euros. Voilà, tout simplement, c'est ça. Et mon objectif, c'était tout simplement d'avoir voilà, mon argent qui bat l'inflation. Alors aujourd'hui, ça a beaucoup évolué et d'ailleurs, ça se voit dans la courbe que vous voyez derrière moi. On a une baisse progressive des dividendes que j'ai perçus pour finalement arriver à 0,00 sur les derniers mois qui sont passés. Pourquoi? Parce que j'ai fait un gros ménage sur mes investissements. J'ai supprimé toutes mes lignes qui versent des dividendes. Mon horizon à long terme étant à plus de 20 ans, j'ai pas besoin de recevoir des dividendes aujourd'hui parce qu'à chaque dividende reçu, on doit payer la taxe, la flat tax en France qui est actuellement à 30%. Et donc ça veut dire qu'à chaque dividende perçu, je dois payer tout de suite une partie à l'État. Et jusque-là, pas de problème, jusqu'à ce que l'objectif soit de réinvestir ces dividendes. Si je dois réinvestir ces dividendes, ça veut dire que je passe de 100% réinvesti à 70% réinvesti. Et donc sur un horizon à très long terme, ça pèse beaucoup sur l'investissement. Et c'est donc pour ça que j'ai choisi de tout vendre. Et donc là, si on regarde toutes mes positions fermées, vous allez le voir. Donc concernant mes actions, donc je me suis séparé de BlackRock. Alors faites pas attention à la totale plus-value. C'est ça qu'il faut regarder, c'est la plus-value réalisée. Parce qu'en fait, l'action a changé de nom. Au début, elle s'appelait BlackRock Inc. Et ensuite, ils l'ont renommée BlackRock Funding. Donc là, vous faites la différence entre 862 moins 628 et vous avez la réelle plus-value que j'ai eue. Ensuite, on avait Michelin aussi qui a changé de nom depuis. J'avais fait 46 euros de plus-value, plus les dividendes. Oracle aussi, dans laquelle je me suis séparé. J'ai fait quand même une très bonne plus-value. J'ai quasiment fait un x2 sur l'entreprise. Là, on voit qu'aujourd'hui, elle est montée à 283. Moi, je l'ai vendue à 212 environ. Donc j'aurais peut-être dû la garder, mais ça c'est ce qu'on se dit toujours aussi. Donc ça fait partie des leçons qu'on apprend en investissant.
ST Microelectronics, c'était ma première moins-value en tant qu'investisseur. Donc pareil, ça vous fait réfléchir sur dans quoi j'investis. Il faut faire attention dans quoi j'investis, surtout quand c'est des entreprises, quand c'est pas des paniers d'actions. Vous choisissez une entreprise, et ben vous êtes directement relié à ses performances ou contre-performances. Donc pour moi, ST Microelectronics, c'était la première contre-performance que j'avais eue. On a fait moins 109 euros. J'ai décidé de m'en séparer. Et aujourd'hui, on voit que l'action est à 23. Et à l'époque, je crois que je l'ai vendu, c'était à 30 environ. Donc j'ai bien fait de m'en séparer. Mais voilà, c'était vraiment une des leçons de mon parcours d'investisseur que je me rappelle encore jusqu'à aujourd'hui. Ensuite, Visa, qui avait très bien performé aussi. Mais voilà, tout ça, c'était des entreprises qui versaient des dividendes et, euh, et qui n'étaient pas forcément mauvaises, hein. Pour moi, Visa, je l'aurais encore aujourd'hui en portefeuille, je l'aurais sûrement gardé. BlackRock, c'était surtout ce problème de nommage et le fait d'être toujours affiché en moins-value qui me dérangeait. J'étais en plus-value, donc bon, ça me dérangeait pas de me séparer. Et c'est surtout que je voulais avoir un portefeuille clean aussi. Je voulais vraiment avoir un portefeuille dédié aux ETF parce qu'ils ont des avantages. Le courtier a des avantages avec les ETF, donc notamment de Giro et pour les actions plutôt Interactive Broker. Ensuite, pour les paniers, je vous avais dit que j'avais beaucoup de paniers d'actions qui versaient des dividendes, donc là on les retrouve tous. HSBC MSCI World, qui a des frais assez bas mais qui est distribuant. Le iShare Eurostock 50, qui était accumulant celui-là, mais je voulais pas l'avoir ici, je voulais plutôt le mettre dans mon PEA. Donc le PEA, je le rappelle, c'est le plan d'épargne action qui est accessible à tous les Français et qui fait que si vous avez des dividendes, et ben c'est pas grave tant qu'ils restent dans l'enveloppe du PEA. Tous les dividendes ne sont pas taxés si vous investissez via votre PEA. Par contre, la différence est que vous pouvez investir que dans des entreprises européennes ou des ETF européens. Alors, il existe des alternatives pour investir à l'étranger, etc. Mais c'est voilà, c'est une autre manière d'investir. Pareil ici, le S&P 500 distribuant dont je vous avais parlé. Pareil, un ETF qui est basé sur les 100 plus grandes entreprises qui versent des dividendes stables. Pareil, un autre, etc. Enfin bref, je ne vais pas tous les passer, vous avez compris. Je m'en suis séparé, j'ai fait un grand nettoyage. Et si on regarde sur les plus-values, bah, malgré que ça soit des paniers qui versent des dividendes, j'ai quand même eu des plus-values. Alors ça prend en compte les dividendes perçus, attention. Donc voilà, j'avais quand même eu quelques plus-values sur ces lignes. Maintenant, aujourd'hui, on se retrouve quand même avec un portefeuille beaucoup plus épuré, qui a une ligne directrice claire, de l'accumulant bien sûr. Et là, en plus, moi, suis en train de documenter ça avec vous sur cette chaîne. Je fais une compétition entre le S&P 500 et le S&P 500 top 20, donc le top 20 du S&P 500. Et on voit que pour l'instant, on a 13,60% de performance sur le top 20 et 9,84% pour le S&P 500. Donc on a quasiment 4% de différence en termes de performance, donc c'est énorme. Alors ça vient du fait qu'il y a beaucoup de gens qui investissent dans les entreprises qui sont dans le top 20 du S&P 500, notamment les top Google, Amazon, etc. et qui sont dans cet ETF top 20. Donc forcément, il prend plus de valeur rapidement que le S&P 500 parce qu'il y a moins d'investisseurs dans les autres entreprises qui ne sont pas dans le top. Voilà, donc c'est comme ça que je l'explique. Par contre, à l'inverse, vu qu'on a beaucoup de gens qui investissent dans les top 20, dans le top 20, on a une baisse lors des phases de crise, on a une baisse beaucoup plus rapide de ces entreprises parce que c'est là où la bulle se dégonfle le plus rapidement possible. Donc dans les phases de hausse, pour l'instant, ce que je remarque, c'est une montée plus fulgurante que le S&P 500. Donc voilà, c'est le point que j'ai pour l'instant et c'est ce que je documente avec vous. À côté de ça, donc moi, on voit ici, bon là on a que l'historique depuis 2024 malheureusement, j'avais déjà atteint les 10 000 euros de patrimoine investi en bourse. Et là on voit qu'aujourd'hui on a dépassé les 23 500 euros, on est à 23 691 euros de valeur boursière. J'ai une exposition, une diversification à 50% aux États-Unis, chose qui n'était pas le cas au tout début quand j'ai commencé à investir. On le voit d'ailleurs dans mes dividendes que j'ai commencé à recevoir au tout début. J'avais beaucoup d'entreprises étrangères. Et petit à petit, j'ai rajouté quelques entreprises européennes, notamment ST Microelectronics et Michelin, vous voyez juste ici. Mais voilà, j'ai changé de manière aussi d'investir, avec comme objectif d'améliorer mon allocation. Donc là, on le voit sur Finery, c'est là où j'ai branché mon PEA chez Boursobank et mes deux comptes chez DeGiro Interactive Broker pour voir mon allocation en termes d'actifs et en termes de type d'investissement. Donc là, concernant les investissements que j'ai, donc on voit que ma plus grosse position aujourd'hui, c'est du cash. 22% de mes investissements, donc des 23 000 euros, sont du cash qui sont prêts à être investis en cas de crise. C'est des choses que certaines personnes vont dire que c'est une bêtise, puisque bah, il faut rester plutôt investi plutôt que garder du cash. Moi, lors de la dernière crise des tarifs de Trump, eh ben, je n'avais pas assez de cash, donc j'ai fait cette erreur-là. Donc aujourd'hui, je ne veux pas que ça se reproduise. Donc c'est pour ça que j'ai une grosse enveloppe de cash qui attend pour l'instant. En deuxième position, j'ai ASML. Alors ASML, je l'avais acheté quand c'était pas cher. Je suis resté à longtemps à moins 3% de performance dessus. Et là, récemment, on est repassé à 20-25%. Et comme c'était une de mes grosses positions, et bien là, aujourd'hui, elle a encore plus gonflé. Et ça représente maintenant ma deuxième plus grosse position.
devant même le S&P 500 que pour la plupart des personnes, c'est leur première position. Donc là, je le disais, S&P 500, 4265%, soit 18% du total de mes investissements. Et ensuite, on retrouve le S&P 500 Top 20, et puis petit à petit, Microsoft, Alphabet, donc certaines actions que j'ai en portefeuille, LVMH, Novo Nordisk, qui est aujourd'hui ma seule contre-performance. Si on revient brièvement sur mes investissements, Bourse-Banque, on voit qu'ASML, avec ASML, on est à 23%, presque 24% de performance. Sur mon ETF du Eurostock 50, ça, on est à 5%. LVMH, on est passé à 14% quasiment. Je l'ai acheté pas cher, donc c'est pour ça que j'ai des bonnes performances. De Giro, on est aussi avec des bonnes performances. On a 9,86% sur la S&P 500 et je vous le disais tout à l'heure, quasiment 14% sur le top 20. Et chez Interactive Broker, donc c'est là où je me challenge dans la section entreprise. Et pour l'instant, ça se passe bien pour Microsoft et Alphabet. On a 43% chez Alphabet et 22% chez Microsoft, mais on a moins 38% chez Novo Nordisk. Donc là, je suis en pleine réflexion interne pour voir qu'est-ce que je fais de cette position. On va voir. Mais voilà. En tout cas, à côté de tout ça, je vous le montre déjà assez souvent sur ma chaîne, mais j'investis dans l'immobilier. Quand les marchés sont trop chers, bah, j'achète des parts d'immobilier. Mon objectif, c'est que ça reste entre 5 et 10% de mes investissements. Donc là, on voit que pour l'instant, j'ai acheté 1873 dollars de valeur de parts d'immobilier. Donc on se rapproche quand même des 10%. Donc il faut que je fasse attention. Je vais me calmer un peu sur l'investissement chez Realty. On a environ pour l'instant 9,88% de rendement annuel. Donc c'est très bien si tout est loué, si tous les logements sont loués, bien sûr. Pour l'instant, on est plutôt à 91% de biens loués, notamment les projets immobiliers que je peux avoir en portefeuille, comme celui-là, ils ne sont pas encore construits, donc ils ne sont pas loués. Euh, donc ça, voilà, ça fait freiner un peu le portefeuille. Mais voilà, c'est quand même très bien. Par contre, c'est risqué, je le rappelle, c'est de l'investissement alternatif. Donc c'est pas la priorité quand on investit. Moi, je le fais pour me diversifier vraiment et j'ai déjà d'autres investissements, vous voyez déjà ici. Donc voilà, c'est pour moi. Et pour l'instant, on va atteindre bientôt les 3,55 dollars hebdomadaires. Attention, chaque lundi, c'est là où sont payés les loyers chez Realty. Alors j'ai une feuille qui suit tout ça. Alors je vous le montre ici. On a commencé environ cette année, en 2025, en février 2025, j'ai touché mon premier loyer, donc c'était 0,03 dollars, ce qui est vraiment ridicule. Et au fur et à mesure que j'ai commencé à rajouter petit à petit des parts de propriété, et bien là on a atteint les 1,80 dollars hebdomadaires chaque lundi. Donc c'est ça qui est intéressant. Quand je reçois mes loyers, ça ressemble à ça par mail. Donc j'ai le récapitulatif des propriétés. Donc là c'était, je sais plus quand, faut pas faire attention à la date, c'était en juin, c'est ça? En juin. Donc voilà. Et là, pour l'instant, on a atteint les 25,52 dollars totaux de valeur de loyer perçu. Donc voilà, c'était comme ça. Et ça, c'est arrivé petit à petit, pareil, dans mon parcours d'investisseur. On arrive à un moment où on veut se diversifier, on veut découvrir des nouvelles choses. Donc bah, moi, je découvre Realty. Pour l'instant, ça se passe très bien. Il y a eu des problèmes avec la ville de Détroit parce que Realty a beaucoup d'investissements à Détroit. Et au bout d'un moment, bah, quand tu possèdes des centaines de maisons dans une ville, et bah, le maire commence à regarder qu'est-ce que tu es en train de faire avec tous ces biens. Et il suffit qu'il y ait un problème ou deux. Et là, bah, tu tombes en justice pour essayer de régler les problèmes. Et c'est ce qui arrive à Realty. Donc c'est pour ça que tous les logements qui sont à Détroit eh ben, ont eu des problèmes au niveau des versements. Les versements des loyers ont été bloqués en attendant la fin de la procédure judiciaire. Alors ils seront reversés, mais à la fin de la procédure. Donc c'est pour ça que ça peut faire peur. Et c'est pour ça que les investissements alternatifs ne doivent pas représenter une majorité dans vos portefeuilles d'investissement. Et l'avantage de Realty aussi, c'est qu'on n'est pas exposé que à Détroit. On peut construire soi-même ses investissements. Et donc moi, je suis exposé à Détroit, mais pas seulement aussi au Panama, en Colombie, à Cleveland, à Chicago, enfin voilà, dans plein de villes différentes. Donc c'est pour ça que je réduis aussi mes risques et mon exposition à ces problèmes-là. Voilà pour ce qui est de mes investissements. J'espère que ça vous a intéressé. Prenez soin de vous, prenez soin de vos finances. Si vous voulez commencer à investir, n'hésitez pas à utiliser les liens dans la description. Et si vous voulez parler, discuter, échanger avec des gens qui aiment parler finances, eh ben, rejoignez mon canal Telegram. Moi, je parle tout seul pour l'instant, mais, mais n'hésitez pas à me rejoindre si vous voulez critiquer ou commenter ou, voilà, ou partager un peu votre aventure aussi. À l'intérieur, ça me ferait plaisir. Prenez soin de vous, prenez soin de vos finances et on se dit à très bientôt.